Bonjour à tous, on se retrouve pour la seconde partie de mes lectures de l'année 2022 et cette fois-ci on va parler des romans que j'ai pu lire. Normalement ça ira plus vite, même si j'en ai lu plus que des essais puisque j'en ai lu 28. Encore une fois, je tiens à vous rappeler que je ne fais pas cette vidéo pour me la péter parce que je lis beaucoup, mais plutôt pour vous donner envie de lire si vous avez envie de lire, car il n'y a aucune obligation de lire. Lisez si ça vous procure du plaisir et ne souffrez pas si vous ne lisez pas, c'est ok les gars. Donc comme pour la vidéo précédente, je vais commencer par les livres que j'ai tellement aimés que j'ai mis 5 étoiles pour ensuite descendre jusqu'à 2 étoiles parce que, une fois de plus, je n'ai pas mis une étoile, je suis grand seigneur. Donc on commence tout de suite avec les 5 étoiles et direct, on va commencer avec mon livre préféré de l'année. Vous n'êtes pas prêts déjà pour la beauté de ce livre? Théma, la beauté. La beauté. Et du coup, ce livre, c'est Les Anthologies douteuses de Élodie Petit et Marguerin Lelouvier. C'est un livre qui compile 10 ans de fanzines qu'elles ont fait ensemble, donc avec des textes qui sont poétiques, qui sont drôles, qui sont étranges, qui sont extrêmement sensuels. Hein, ça parle beaucoup de sexe. C'est très drôle. J'y connais pas grand chose en poésie, du coup j'ai pas de point de repère, mais j'ai beaucoup aimé parce que Marguerin Lelouvier, il parle de cruising, qui rencontre des extraterrestres, qui rencontre des aliens, des trucs dégueux et en même temps hyper sensuels, et ça fait des critiques, enfin voilà, c'est hyper cool, c'est hyper punk. Élodie Petit, c'est des trucs hyper étranges où elle se trouve des alias, où elle incarne des personnes célèbres, notamment un texte qui est absolument incroyable, qui prend la forme d'une pièce de théâtre où le personnage principal c'est Michael Jackson. C'est hyper drôle, hyper touchant, hyper mélancolique, voilà, sans pour autant faire de Michael Jackson une icône, hein, bien sûr, on sait que c'est... Ça se lit tout seul, c'est hyper beau, ça, c'est très punk, hyper queer, hyper réjouissant, hyper... voilà, une belle vision de la sexualité, de la science-fiction, voilà, trop bien, lisez-le, trop bien. Ensuite, j'ai lu ce petit roman qui s'appelle La vie seule de Stella Benson. Je l'ai acheté principalement parce qu'il y a une citation de Virginia Woolf qui dit qu'elle envie l'écriture de cette personne. Et effectivement, j'ai passé un super bon moment. C'est un tout petit roman qui raconte l'histoire d'une sorcière qui va s'installer dans une pension qui s'appelle La vie seule. C'est en plein pendant la Première Guerre mondiale, hein, vers la fin. C'est tout doux, c'est tout drôle, c'est voilà, c'est assez exubérant. Je me rappelle plus exactement, je saurais pas vous faire un résumé de l'histoire, mais je sais que j'ai passé un hyper bon moment et je trouvais ça touchant et étrange et drôle et il est top. Ensuite, j'ai lu Dark Places de Gillian Flynn. Alors ça, c'est l'année dernière. Comme j'avais lu plein de polars, j'avais demandé aux gens qu'est-ce que vous me conseillez dans ce genre, et quelqu'un m'a proposé Gillian Flynn et j'ai sauté dessus parce que je me suis rendu compte que c'était la scénariste de plein de films trop cool, notamment Gone Girls, mais aussi la série Sharp Object qui est trop bien. Et du coup, j'ai commencé par Dark Places parce que c'était le seul dont j'avais pas vu une adaptation cinéma ou série. Dark Places, c'est... bon, alors déjà, l'écriture de Gillian Flynn est incroyable. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est hyper recluse, hyper sombre, et elle a une bonne raison à ça, c'est que quand elle était petite, son frère aîné a tué ses 2 petites sœurs et sa mère. Donc super, hein, vraiment on commence fort dans la vie. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un jour, il y a un homme qui est le leader d'un espèce de groupe de fans de tueurs en série qui vient la voir en disant qu'il est persuadé de l'innocence de son frère. Et en fait, comme cette dame, elle galère à avoir de la thune, elle n'arrive pas à travailler, voilà, toi-même tu sais, et encore nous, on n'a pas de tueurs en série dans notre famille. Du coup, comme elle galère, elle arrête pas de vendre petit à petit des artefacts en fait qui sont liés à cette histoire à des gens qui sont un peu férus de cette histoire, comme le mec qui vient la voir. Et du coup, il lui propose de l'argent en échange de venir à son petit club de fans de son frère. Et en fait, elle se rend compte que la plupart des gens là-bas, même tous les gens là-bas, sont convaincus de son innocence et veulent remonter dans l'histoire pour vraiment comprendre ce qui s'est passé. Ce livre, il est mais genre tellement bien. Il est trop bien écrit, l'enquête est incroyable, les personnages sont top, et le truc qui est le plus sidérant, c'est qu'ils ont réussi à faire le pire film, mais le pire film de tous les temps, d'après ce livre qui est excellentissime. Donc je vous en conjure, n'allez pas voir le film, même s'il y a Charlize Theron dedans, et que vous vous dites, mais quel casting! Non, c'est nul à chier, lisez le livre. Si vous devez choisir entre l'un des deux, le livre, parce que si vous allez lire le film, la seule chose que vous allez dire c'est Vendredi 13, mais elle a des goûts de chiottes, c'est nul.
Je vous assure que c'est bien, mais pour que ça soit bien, faut lire le livre. Désolée, j'ai l'air d'une grosse snob d'habitude, vous êtes pas obligé de lire le livre, mais là, c'est juste mieux vaut ne rien faire, enfin, ne rien voir, ne rien lire, que d'aller voir seulement le film, ok? Voilà. Ensuite, j'ai enfin lu Des fleurs pour Algernon de Daniel Case. C'est un classique, en fait, j'avais commencé à le lire 1 million de fois. Je l'avais jamais lu en entier. Et là, ce qui est drôle, c'est que je l'ai lu parce que il y avait un tweet qui m'a fait rire où c'était un avis Amazon de quelqu'un qui disait « Mais c'est une catastrophe cette édition, il y a tellement de fautes au début, c'est illisible, j'ai arrêté de lire. » Donc ça m'a fait bien rire parce que si vous connaissez pas le principe, c'est un homme qui a un retard mental important et en fait qui écrit très mal et en fait il va être le cobaye d'une expérience scientifique pour lui donner toutes ses facultés intellectuelles. Du coup, il tient un journal de bord pour évaluer son avancée et effectivement, au début, il ne sait pas écrire. Au début, c'est très mal écrit, il y a plein de fautes. Et petit à petit, par l'écriture, on voit qu'il avance. Et aussi, en fait, ça montre à quel point il se rend compte qu'il était extrêmement mal traité par son entourage, que quand il était déficient mentalement, il pensait que tout le monde l'aimait et il était plein d'amour. Et en fait, à mesure que son QI augmente, il se rend compte à quel point son entourage est odieux, à quel point sa famille l'a abandonné et en fait il en tire une très très grande souffrance. Je raconte pas la fin même si elle est hyper connue. Ça mérite d'être lu, c'est vraiment hyper bien et c'est hyper moderne en fait. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi moderne, je pensais que ce serait un peu daté et en fait vraiment pas. C'est un très beau livre, je vous le conseille. Ensuite, attention, on commence un très gros bout. Je vais vous parler de la saga de Liu Cixin. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, voilà, désolée. Et du coup, cette saga, c'est la saga du problème à 3 corps. Alors, j'ai lu ce livre parce que mon frère a fait du lobbying acharné pour que je lise ce livre. Donc, une fois arrivée en vacances, je me suis mise à lire cette saga. Et il faut avouer qu'elle est vraiment très 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 bien. Un exemple de ça, c'est que je pense que la saga entière fait presque 3000 pages et je les ai lues en 5 jours. 5 jours, les gars. Alors certes, j'ai fait que ça de mes journées, mais tout de même. Et déjà, se consacrer 8 heures par jour à un livre, il faut qu'il soit bien quand même. Cette saga est incroyable. Mon livre préféré est le premier, qui est Le problème à 3 corps. C'est vraiment un livre, faut le voir comme une introduction de 1000 pages, d'accord, mais une introduction. C'est pas 1000 pages, ça doit être 600, mais bref, tu m'as compris. C'est une introduction parce qu'en fait, ça pose à peine l'action et on sait pas grand chose après ça. Comment résumer ce livre? Il se passe tellement de choses. En fait, c'est dur de se rappeler ce qui se passe dans chacun des tomes. Ok, je viens de faire une pause pour regarder Wikipédia et parler à mon frère pour essayer de me rappeler le synopsis précis du problème à 3 corps, mais en fait c'est juste inracontable. J'ai même pas envie de spoiler, ce serait dommage. La chose à savoir, c'est que vous arrêtez pas au tome 1. Le tome 1, c'est vraiment juste l'introduction, c'est-à-dire qu'on ne sait encore rien de tout ce qui va se passer. Et c'est un peu comme si vous vous arrêtiez à la saison 1 de Lost, d'accord? Ça n'a pas de sens. Le meilleur est à venir. Ceci dit, moi j'ai préféré quand même le tome 1. De souvenir, ça commence pendant la révolution culturelle en Chine, donc vraiment un moment sympatoche. Au début du livre, on a plein de scientifiques qui se retrouvent à se suicider, on ne sait pas trop pourquoi. Purée, je ne sais pas l'ordre des événements. Je me rappelle juste qu'il y a un scientifique qui se retrouve à avoir un accès à un jeu vidéo hyper confidentiel, quasiment introuvable, genre limite sur le dark web, mais bon, ça, c'est pas ça, mais vous voyez un truc complètement difficile d'accès auquel on joue en réalité virtuelle. Et en fait, le but de ce jeu, c'est qu'on a plusieurs civilisations et il faut résoudre un problème de planète. C'est une planète où il y a 3 astres qui tournent autour, ce qui rend difficile de prévoir les phases où il n'y aura pas de soleil du tout, où il y en aura trop. Et du coup, c'est une planète sur laquelle on alterne entre temps de sécheresse énorme et temps de froid glacial. Et tout l'enjeu du jeu vidéo, c'est d'essayer de comprendre comment prévoir ces aires, prévoir entre les aires chaotiques et les aires un peu plus rangées. Et alors moi, cette partie jeu vidéo, mais elle m'a rendu ouf. Et bon, ce n'est que le début. Genre vraiment, si vous regardez la page Wikipédia, elle fait 1 km de long tellement il se passe de choses. Cette saga, c'est autour de rencontres avec des entités de l'espace. Le tome 2 et 3, respectivement, La forêt sombre et La mort immortelle, sont tout aussi cool. Néanmoins, mon seul point négatif, c'est que c'est un peu comme Le pays de la nuit de Hodgson, qui est un livre que j'adore, c'est un de mes auteurs préférés, qui est l'un des premiers livres de science-fiction. En fait, c'est l'un des premiers auteurs vraiment à faire de la science-fiction. Et en fait, ce livre, il est super, l'histoire est incroyable, hyper inventive, hyper flippante, avec des images fortes. Néanmoins, on peut couper au moins
la moitié qui est tellement sexiste et tellement redondante, vraiment on peut l'enlever et là le livre devient un chef-d'œuvre absolu. Et bien pour moi dans cette saga c'est un peu ça, il y a des passages entiers qui pourraient être coupés tellement ils sont sexistes, mais vraiment à se taper la tête contre le mur, ou des passages qui sont tellement nationalistes en mode genre les Chinois c'est les very best. Après il faut se rappeler que être écrivain en Chine c'est particulier, hein, c'est pas forcément une démocratie la Chine. Il y a vraiment des passages de propagande chinoise en fait, hein. Si on pouvait enlever ces passages ce serait vraiment des œuvres parfaites. Néanmoins, c'est tellement bien qu'on fait abstraction de ces passages et c'est pas donné à tout le monde quand même, hein, de nous faire supporter du sexisme primaire. Et après aussi, cet auteur c'est un gros geek d'astrophysique, hein, c'est-à-dire que moi il y a plein de moments où je me suis dit j'ai fait bac L hein, quand même, hein. Mais du coup c'est assez fascinant parce que ouais ça fait réfléchir à des trucs de l'univers, mais c'est vraiment ça va loin, hein, ça va loin les amis. Et c'est hyper imaginatif, chaque tome on a l'impression qu'on est arrivé au bout et en fait il rebondit d'une manière hallucinante. C'est vraiment un voyage mais métaphysique, hein. On commence au début de l'univers, on va jusqu'à la fin, enfin genre vraiment c'est un voyage assez incroyable et assez unique, donc je vous le conseille carrément. C'est parti pour les livres qui ont obtenu 4 étoiles à mes yeux. Donc il y a le livre Sur ma peau de Gillian Flynn, c'est le livre qui a inspiré la très bonne série Sharp Object qui est vraiment incroyable. Je pense que je ne lui ai mis que 4 étoiles parce que justement je connaissais déjà toute l'intrigue. C'est une journaliste que son boss envoie dans sa petite ville de naissance. Elle est issue d'une famille très riche en fait qui gère toute l'industrie agroalimentaire. En fait ils élèvent des cochons, c'est un peu crade et tout, et littéralement toute l'économie de la ville dépend de cette industrie. Et elle du coup c'est la fille de celle qui possède l'usine, et sa mère c'est un odieux personnage. Elle a une relation mais absolument ignoble avec sa mère et elle est complètement torturée. Sa petite sœur est morte quand elle était petite, elle a aucun lien avec sa seconde petite sœur, enfin elle s'est en allée très loin de sa famille. Ouais, sa mère est une peste, c'est le moins qu'on puisse dire, et elle en fait elle s'écrit des mots sur la chair et du coup elle a le corps recouvert d'insultes qu'elle s'est écrites avec des objets pointus. Elle a ce toc, hein, parce que c'est un toc de s'imaginer se faire mal avec chaque objet pointu qu'elle voit et de parfois passer à l'acte. Elle retourne dans cette ville parce que son rédacteur en chef veut qu'elle enquête sur le cas d'une mort, parce que ça reste un roman policier. Il y a eu une jeune fille morte à qui on a arraché toutes les dents dans le village et du coup elle est envoyée pour suivre l'enquête et faire des articles dessus, et du coup c'est un super policier, c'est hyper sombre, hyper déprimant, enfin je pense que ça c'est un peu sa marque de fabrique. Ensuite j'ai lu Mathilde ne dit rien de Tristan Saul. Je l'ai lu parce que dans ma librairie favorite c'était le coup de cœur du libraire du coin science-fiction polar. C'est vrai que c'est hyper bien, en fait ça va être une série et en fait c'est autour de la place Carrée, je crois que c'est dans la ville de Tours. C'est pas tout à fait des polars, hein, c'est plutôt roman noir, c'est pas une enquête pour meurtre et tout ça, hein. Il y a un fond, un propos social et politique assez fort puisque c'est ce personnage de Mathilde qui est travailleuse sociale et qui va venir aider un homme qui travaille dans le bâtiment et dont le couple très fortuné qui l'a fait travailler ne souhaite pas le payer. Elle va l'aider d'une manière plus ou moins légale on va dire, et du coup c'est hyper chouette, enfin c'est très bien écrit et ça se lit tout seul, vraiment ça se dévore. Voilà, c'est parfait pour les moments où on a envie de se vider l'esprit. Ensuite, à un moment je devais attendre pendant 1 heure, du coup j'ai relu Le Petit Prince. Le Petit Prince c'était mon livre préféré quand j'étais jeune, j'en l'avais dans au moins 5 éditions différentes. Je suis allée le voir au théâtre, j'avais un jeu vidéo Le Petit Prince, genre vraiment j'adorais, et du coup là je m'étais dit mais si je le relisais maintenant, est-ce que j'aimerais autant? Oui, j'aime autant, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est mon livre préféré non plus, mais c'est très beau, c'est très doux, ça se lit très vite. Dans ma tête c'était un roman énorme, donc comme quoi quand on lit les livres quand on est petit, c'est un peu comme quand on retourne dans un endroit et on a l'impression que c'est tout petit, là c'était un peu pareil, j'avais l'impression que c'était tout court. J'ai pas grand chose à en dire, si vous avez jamais lu Le Petit Prince, peut-être lisez-le parce que c'est sympa, et si vous avez la flemme, tant pis. Ensuite, j'ai lu Dans ton cul de Valérie Solanas. Elle est toujours vulgaire, hein, décidément, cette bonne dame. Bref, Valérie Solanas, c'est la mauvaise féministe, si vous la connaissez pas. C'est celle qui a écrit Scum Manifesto, dans lequel elle dit que tous les hommes sont des sous-merdes et qu'elle a envie de les tuer. C'est quelqu'un qui est complètement traumatisé vis-à-vis des hommes, qui a eu une vie de merde, qui a aussi tiré sur Andy Warhol. Elle a à la fois fait des textes qui sont fondateurs dans le féminisme et qui ont très mal vieilli parce qu'ils sont assez transphobes finalement. Néanmoins,
ça reste hyper intéressant. Enfin, moi, je suis très partagée. Enfin, voilà, je n'ai pas d'avis fixe sur elle, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Ça, c'est une pièce de théâtre. C'est un peu l'application de Scum Manifesto. Donc, ça raconte, je sais plus exactement, hein, ça se passe dans la rue avec des personnages qui sont des travailleuses du sexe, des marginales et tout ça. Et comment est-ce qu'elles annoncent la fin de la domination masculine, en gros. Je me rappelle plus exactement, mais ça se lit tout seul. Je l'ai lu dans un bain à un moment et voilou. Alors, j'ai aussi lu Fiévreuse plébéienne de Élodie Petit. Donc, Élodie Petit qui était aussi co-autrice sur l'anthologie douteuse. C'est de la poésie qui est à moitié sous forme de pièces de théâtre. C'est hyper queer, hyper sur le sexe, hyper décomplexant, assez drôle. Je n'ai pas grand-chose à en dire. Ça se lit bien, c'est cool. C'est dur de parler de la poésie. Moi, je ne sais pas faire. Hein. Et à chaque fois, en fait, elle reprend aussi des personnages de la pop culture, en fait, hein, dedans. Il y a Arthur Rimbaud, Johnny, il y a Bébé, enfin bref, c'est assez drôle, assez cool, assez libre, enfin voilà, ça se lit bien. Je déteste l'édition, ceci dit, vraiment, je ne comprends pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Sorry, not sorry. Ensuite, j'ai lu, comme à peu près la moitié de la France, je pense, la saga Blackwaters, donc c'est 6 tomes. C'est une saga écrite par Michael McDowell. Je connaissais pas du tout cet auteur. C'est lui qui a écrit L'étrange nouvelle de Monsieur Jack. C'est quelqu'un qui fait partie du peuple qui est hélas mort du sida. La saga Blackwaters, ça raconte l'histoire d'une famille riche, en fait, dans une bourgade à côté d'un fleuve. Ça débute par une inondation assez catastrophique. Il y a des membres de cette famille qui tombent sur une femme, en fait, qui était assise dans un hôtel et on comprend pas trop comment elle a pu être là et survivre parce qu'en fait c'était vraiment inondé. L'homme tombe amoureux de cette femme, donc elle rejoint cette famille très fortunée et on se rend compte petit à petit que ce n'est pas une vraie femme, c'est une créature de l'eau, donc en fait elle a la capacité de se transformer en une sorte de monstre des marais, je ne sais pas comment dire, quand elle est dans de l'eau. C'est 6 tomes qui se lisent mais d'une vitesse mais incroyable, c'est hyper prenant et c'est vraiment une dynastie en fait, hein. On va suivre sur plusieurs générations la famille qui se construit petit à petit, les enfants qui naissent, on est dans un milieu où ils sont de plus en plus riches, où ils s'échangent leurs enfants, c'est hyper bizarre. Il y en a qui naissent dans une tranche de la famille et finalement c'est leur oncle qui les élève. Il y a aussi un côté hyper queer parce que au-delà de la manière de faire famille, il y a des couples queer dedans, donc c'est assez intriguant. À chaque fois, il y a ce petit sous-ton fantastique, un peu horreur, qui est assez plaisant, avec toujours cette menace, ce sentiment qu'un jour il va y avoir une grosse pluie et que le Blackwaters va de nouveau inonder la ville. Voilà, ça se lit tout seul en fait, c'est vraiment genre un feuilleton de l'été, je l'ai dévoré, je m'étais acheté le tome 1 en me disant bon je vais voir de quoi il s'agit, le soir même je suis allée acheter les 5 autres en fait, parce que je me suis dit ok très clairement on s'arrête pas, on lit tout, c'est le principe, hein, c'est vraiment page turner, on dirait une série télé en fait, c'est vraiment bien écrit et c'est vraiment chouette. Ensuite j'ai aussi lu de Kurt Vonnegut Barbe Bleue, ça je l'ai lu parce que j'ai fait une résidence artistique à Stuttgart autour du conte Barbe Bleue, donc j'ai vu qu'il y avait un livre de Kurt Vonnegut et que c'est quelqu'un dont j'aime bien les livres, je l'ai acheté. Ça n'a qu'un lien très très léger avec le conte de Barbe Bleue, donc finalement je pense que je l'ai lu un peu pour rien dans le cadre de ma résidence. Néanmoins, en fait c'est hyper bien écrit, hein, Vonnegut. Par contre c'est avec une chronologie vraiment très étrange qui lui est propre et qui est dans à peu près tous ses livres, où ça mêle une histoire du génocide arménien pendant la Seconde Guerre mondiale et en même temps le présent, où en fait ça suit un romancier qui est très riche et qui a des collections d'œuvres et qui s'installe dans une maison dans laquelle il enferme tous ses tableaux dans un hangar et dans lequel il prévoit quelque chose qui serait tellement magnifique qu'il l'ouvrirait qu'à un moment de sa vie très donné. Enfin, en gros, le côté Barbe Bleue, c'est qu'il y a une pièce avec des secrets dedans et ces secrets, c'est lié à l'art et la peinture parce que c'est un grand collectionneur qui a été ami avec plein de gens qui lui ont donné des tableaux et blablabla. C'est très très mal raconté, Dieu du ciel, mais je commence à fatiguer. Ensuite, on passe aux 3 étoiles. Je n'ai aucun de ces livres parce que ça fait partie des livres que je lis sur ma liseuse, que je télécharge comme une malpropre. Parce que oui, je télécharge des livres, mettez-moi en prison. Cette dame n'a donc aucun respect pour la littérature. Donc, j'ai lu encore un livre de Gillian Flynn, Les Apparences. Je crois que c'est le livre dont est inspiré Gone Girl. Donc, Gone Girl, si vous ne connaissez pas, c'est un couple apparemment idéal, un peu
peu le couple magazine, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont riches, dont la femme disparaît un jour et on se rend compte qu'en fait il y a plein de faux sang, enfin on a vraiment l'impression qu'il y a eu un crime caché. Du coup le mari se retrouve accusé de son meurtre, il ne l'a pas fait, du coup c'est un peu cette quête pour la retrouver et en fait voilà, genre il y a des plot twists, bref. Bon, là pour le coup le film est très bien aussi, donc si vous avez pas envie de lire le livre vous pouvez regarder le film et je pense que je lui ai mis 3 étoiles exactement pour ça parce que je connaissais déjà toute l'histoire et que finalement l'écriture m'a moins emballée que sur d'autres livres de cette autrice. J'ai aussi lu de Charlotte Links Le Sceau du Secret. Je serais bien mais incapable de vous dire de quoi ça parle parce que Charlotte Links, ça fait partie des autrices dont j'ai téléchargé un lot de 50 livres d'un coup et je les lis un peu au pif en mode frénésie de lecture et il n'en reste absolument rien dans ma tête. Je sais que j'ai dû passer un moment ok, mais alors de quoi ça parle? Je pourrais essayer de vous le chercher sur internet mais je crois que c'est pas très intéressant. Dites-vous juste que c'est une lecture déconnexion de cerveau et c'est un policier et les policiers ça passe toujours crème, tout comme un thriller à la télé ça passe toujours crème. Voilà. Mais vraiment abonnez-vous pour des critiques littéraires de ce niveau, vraiment c'est fou. De Charlotte Links, j'ai aussi lu Les Racines de la Vengeance. Pareil, aucune idée duquel c'est, mais c'est pas très important. J'ai aussi lu L'Horizon d'une nuit de Camille Grébé. Bon bah écoutez, c'est exactement la même chose, je ne me souviens pas de quoi ça parle, je pourrais chercher. Mais à quoi bon? Je sais juste que franchement c'est pas mal, hein. À chaque fois que je vois un livre qui sort sur Bookies de Camille Grébé, je le télécharge immédiatement. Dans la série Polar scandinave, j'ai lu et alors, désolée d'avance, parce que franchement, ce n'est pas possible avec mes faibles capacités à dire des noms étrangers de bien prononcer celui-ci, mais je vais essayer. Donc de Eva Björk Aegistadóttir, j'ai lu Elma. Je ne me rappelle pas de quoi ça parle, je suis désolée. C'est un polar scandinave. Si vous aimez bien les polars scandinaves, lisez-le. Je pense qu'il est bien comme un polar scandinave. Ensuite, j'ai lu Le Livre des Sœurs, donc le livre annuel d'Amélie Nothomb, qui parle de l'amour entre deux sœurs. Bon, on commence à être lassé d'Amélie Nothomb, hein. C'est un peu toujours les mêmes tenants en boucle, les mêmes mécanismes, les mêmes stéréotypes finalement, parce qu'elle nous les raconte tellement que maintenant ça devient vraiment pas original et on se dit que c'est un poncif. Hein. Le côté, il y a des parents qui adorent un de leurs enfants et qui détestent l'autre, mais il y a quand même une belle sororité entre les deux. Bon, c'est pas mal, mais c'est pas transcendant et c'est un peu déjà vu et voilà. Mais c'est une lecture de l'été que j'aime bien avoir et que je continuerai à faire. Hein. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu Cher connard de Virginie Despentes et oui, 3 étoiles. Plus je grandis, moins j'aime Virginie Despentes en fait, je crois. J'avais beaucoup aimé le tome 1 de Vernon Subutex, mais en fait, je sais pas, j'arrive plus à croire dans son honnêteté du fait que Vernon Subutex, ça soit devenu un empire capitaliste en fait. Hein. C'est devenu une BD, c'est devenu une série télé. Elle a dû se faire mais genre masse d'argent dessus. Elle est plus la punk d'une époque. Enfin moi ça je n'y crois plus. C'est genre pour moi c'est du féminisme de supermarché maintenant. Et Cher connard, pour moi ça rentre dans ça. D'autant que je ne sais pas du tout où elle voulait en venir. Ça raconte l'histoire d'un homme qui commente un blog féministe et du coup s'ensuit une discussion privée entre les deux qui est de plus en plus intime. L'homme est accusé d'agression sexuelle, la femme est une vive féministe et petit à petit ils deviennent amis, voilà. Pour vous rendre compte à quel point je trouve ça flou et pas net, Bec BD a trouvé que c'était un très bon livre et qu'elle avait raison dans sa forme de féminisme. Quand Bec BD te trouve féministe, généralement, bon... Voilà, du coup vraiment ce livre, au-delà du fait que j'ai pas accroché à la littérature, le fond m'a rendu très perplexe parce que je comprenais vraiment pas où elle voulait en venir et en fait ça fait presque une caricature des féministes. Je pense qu'elle voulait faire un truc en nuance et enfin moi je trouve ça raté quoi. Et maintenant on va passer au livre auquel j'ai mis que 2 étoiles, les pauvres loulous, les mal aimés, les 2 derniers de cette vidéo. Il s'agit de 10 âmes pas plus de Ragnar Jonasson. Pourquoi celui-ci a été jugé plus durement que les autres, je ne sais pas. Il me semble que c'est parce qu'il me tombait littéralement des mains et que j'ai mis genre 3 mois à le lire à coup de 2 minutes de lecture chaque soir quoi. Et je m'endormais dessus à chaque fois et du coup vraiment l'histoire ne m'est pas restée je crois. Bon, c'était pas une très bonne fournée pour cet auteur scandinave dont d'habitude j'aime bien lire les livres. Et le dernier c'est Le Remplaçant de Jan Reid. Bon déjà je n'ai pas aimé l'écriture et ensuite c'est un livre à plot twist sauf que le plot twist on le comprend et je ne déconne pas à la page 10.
Donc en fait tout le livre n'est qu'une attente de se dire putain j'ai compris, allez vas-y balance le plot twist, allez j'ai compris. Et en fait il n'y a rien derrière le plot twist, donc c'est pas très intéressant. En gros le pitch c'est qu'on est dans le futur et qu'un jour un personnage en cravate vient dans la maison d'un couple qui vit isolé de tout pour leur annoncer que l'homme a été sélectionné pour une expérience dans l'espace. Bon il a pas le choix, hein, il est obligé d'y aller, et que du coup pour que sa femme ne se sente pas seule en son absence, ils vont mettre en place un automate, une intelligence artificielle qui va le remplacer. Rien qu'en racontant le pitch, je pense que vous pouvez savoir quel est le plot twist. Mais bref, je n'en dirai pas plus et je vous conseille pas ce livre parce qu'il est vraiment pas top. Et voilà, on en a fini pour cette vidéo sur les romans que j'ai pu lire cette année. On se retrouve pour une ultime vidéo qui parlera des bandes dessinées que j'ai lues. Et en attendant, je vous fais des gros bisous et on se revoit très vite. Bye!